première traduction que j'avais faite, c'était il y a une dizaine d'années, qui était déjà une histoire de migrants, puisque c'était l'histoire des migrants italiens à la fin du 19e siècle. Et j'y suis revenu petit à petit, en fait évidemment avec le souvenir de mon grand-père qui ouvre ce livre, mais aussi quand je me suis rendu compte, en fait en octobre 2013, il y a eu cet énorme naufrage qui a fait plus de 400 morts, qu'on a présenté à l'époque comme étant le naufrage le plus terrible, ce qui n'était pas le cas, puisque 2 ou 3 ans avant, il y en avait un qui était plus meurtrier encore, mais qui s'était passé plus loin des côtes de Lampedusa. Et il y a eu un emballement médiatique très court. Et j'ai écrit un article en fait sur cette histoire, et puis quand j'ai vu que l'emballement médiatique ne durait pas, en fait qu'il n'y avait pas véritablement de réaction, que rien n'avait changé ensuite, je me suis dit que la presse ne mettait pas dans ses priorités quelque chose qui était effectivement au niveau continental, c'est-à-dire au niveau de l'Europe une tragédie absolue. Je me suis dit que la seule chose que je pouvais faire, c'était commencer à écrire des articles et à essayer d'aller sur le terrain. Quand je dis sur le terrain, c'est vraiment commencer par 2 pas de chez moi. Je suis allé à la Chapelle, je suis allé à Conflans-Sainte-Honorine, j'ai travaillé, parce que je travaille tout seul, de manière effectivement indépendante, et même pas comme pigiste en fait au début, comme véritablement sur un site. Et j'ai commencé à faire des reportages, des portraits, des récits, à essayer d'écrire des articles aussi pour comprendre ce qui se passait instant après instant. Je pense qu'effectivement, n'importe qui commence à s'intéresser à cette question voit bien qu'effectivement on est dans une tragédie qui a déjà effectivement plusieurs années et qui empire d'année en année, et les réactions sont de plus en plus violentes de la part de l'Europe, de la part des gouvernements. Et on assiste aujourd'hui effectivement, depuis l'année dernière, à une mobilisation qui est essentiellement une mobilisation de citoyens, notamment à Paris, et avec ce que ça peut supposer de choses très belles, et puis aussi d'insuffisances. Est-ce que ça dit aussi des insuffisances de l'État? Il y a un chapitre qui m'a particulièrement touché, c'est le chapitre 2, c'est les mineurs et jeunes isolés. Et notamment, il y a tout un beau chapitre de parrainage citoyen qui est conduit par la RSF, que je vais inviter à venir témoigner tout à l'heure. Alors, comment ça s'est effectué? Tu t'es mis en relation, comment tu travailles justement ces rencontres? Parle-nous un peu comment le travail de journaliste, puisque tu te demandes aux gens de raconter leur histoire, et c'est un peu, comme je le disais, un hommage à ton grand-père qui a regretté de ne pas avoir raconté son histoire, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, mon grand-père, quand j'étais gamin, parce qu'il est mort quand j'avais 15 ans, répétait de plus en plus si j'avais pu raconter tout ce que j'ai vécu. Et moi évidemment ce qu'il avait vécu, que je savais par bribes, et souvent pas par lui d'ailleurs, par ma mère plutôt, était quelque chose qui me faisait rêver, parce que c'était des grandes aventures, c'était des choses effectivement qui avaient été très dures, mais qui racontaient, donnaient une trajectoire épique. Et d'une certaine manière, effectivement, oui, j'avais envie d'aller aussi du côté de ces jeunes-là, parce que je me disais, finalement, ce sont des jeunes qui ont fait des parcours assez extraordinaires, qui sont un courage remarquable. Et d'ailleurs, je suis très content parce qu'il y a une initiative très récente là, de France Terre d'Asile, pour que les jeunes qui sont à Calais et qui ont de la famille en Angleterre, qu'on fasse enfin du regroupement familial. Parce qu'on en est là quand même, on bloque la frontière à des gens qui ont des frères, des mères, des oncles, des tantes, enfin de la famille de l'autre côté. Et voilà, on a des jeunes de 11 ans, 14 ans, 17 ans. Il y a un photographe qui en a pris quelques-uns et qui les a photographiés, qui a résumé leur histoire en quelques lignes et les a photographiés en super-héros. Et je trouvais que c'était une très belle idée, parce qu'effectivement il y a une pétition sur change.org que je vous invite à signer, parce que je pense que c'est une toute petite partie de la tragédie en cours, mais je pense que c'est une mobilisation qui peut rassembler beaucoup de monde, et que si on arrive à faire rentrer un coin dans ce système de blocage des frontières, eh bien effectivement à partir de là on pourra se servir d'un levier. Pour le moment il n'y a pas de coin enfoncé, donc ça c'est une petite chose, un petit peu comme ce qu'avait fait la CIMAD il y a quelques années sur les couples mixtes. Quand elle parlait des couples mixtes, parce que parler de l'amour c'était quelque chose qui touchait tout le monde, et dire voilà, on ne peut pas séparer des gens qui s'aiment, et là c'est un peu pareil, on ne peut pas séparer des familles. Après effectivement on peut bloquer les frontières comme on le fait aujourd'hui, c'est absolument injuste aussi, mais je pense que partir de ce point-là, c'est une façon intelligente d'essayer de rassembler très largement les gens autour de
problématique qui devrait rassembler beaucoup plus largement, mais c'est absolument pas le cas aujourd'hui. Pour ce qui est des rencontres, ça se fait un petit peu de manière, comment dire, un peu au hasard. C'est-à-dire quand j'ai commencé, j'avais envie de travailler sur la question des mineurs isolés à Paris, parce que c'est une question très complexe. Et puis après je suis allé à Nantes et j'avais dit voilà, j'aimerais voir un petit peu le copain, voilà, comment ça se passe, la situation générale des migrants à Nantes, et puis si vous connaissez des jeunes, ça m'intéresserait de faire des entretiens. Et là il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit voilà, j'ai un jeune qui veut absolument raconter son histoire. Il s'appelle Mohamed, voilà, il vient de Côte d'Ivoire, et puis c'est comme ça que je l'ai rencontré en fait. Et d'ailleurs ce livre lui est dédié avec un compagnie de Mamadou. C'est des rencontres lumineuses en fait, et on assiste justement c'est ça à une révélation quelque part. Le mot n'est pas trop fort, je pense. On découvre effectivement la dimension de destin brisé, mais en même temps qui ne souhaite que rebondir. Quelles seraient, au terme de ces nombreuses chroniques, les leçons que tu souhaites, que tu pourrais dégager de ces témoignages? La première chose que je voudrais dire, c'est que j'aimerais déjà qu'on lise ces témoignages comme de grandes aventures, et qu'on ressorte finalement de ces parcours-là, mais de ceux-là et d'autres, avec l'image d'une dignité qui aujourd'hui parfois me semble non accordée à des personnes qui pourtant effectivement ont des parcours qui révèlent un énorme courage, une énorme détermination. Et voilà, c'est dans la quatrième de couverture, je dis, on ne trouvera pas dans ce livre d'appel à la pitié, mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'effectivement je pense que c'est d'abord et avant tout redonner la dignité que des gens qui ont fait des parcours extrêmement durs méritent. La deuxième chose, c'est évidemment un appel à s'engager. Je pense qu'aujourd'hui le blocage essentiel de la situation, et qui est un blocage terrible, parce qu'on donne des réponses qui sont très en dessous de ce qui devrait être donné, et ça n'apporte rien. C'est-à-dire que l'Europe n'a rien à gagner à refuser l'arrivée des migrants, et évidemment les migrants ont tout à perdre de se retrouver dans une situation aussi terrible après tout ce parcours. Il suffit d'aller à Calais par exemple pour se rendre compte qu'effectivement c'est absolument inimaginable que dans un pays comme la France on laisse les gens dans des situations comme celle-ci. Je pense que la solution, elle passe par une mobilisation plus large. Je suis toujours surpris, par exemple, quand il y a des pétitions qui sont lancées, de voir qu'il y a aussi peu de signatures. Il y a eu une pétition contre la loi travail il n'y a pas très longtemps, et cette mobilisation, je la soutiens, je tiens à dire, voilà, contre la loi travail, mais elle a rassemblé un nombre, je crois que c'était 2 millions de signatures en une semaine, 10 jours. Quand on fait des pétitions pour essayer de changer les choses, y compris à un niveau européen, y compris avec une pétition qui est en 10-15 langues, quand on arrive à 30 000 signatures au bout d'un mois ou 2 mois, c'est le bout du monde. Je pense que notre génération, enfin les gens qui vivent actuellement, porteront pour les générations à venir la honte de n'avoir rien fait. Et je pense qu'effectivement, c'est véritablement quelque chose d'absolument inimaginable, l'état d'abandon, et l'état d'abandon, je veux dire, humain, politique, social, dans lequel on laisse ces personnes qui arrivent, qui ont droit à la même dignité. Si on parle des réfugiés politiques, un réfugié érythréen ou soudanais est aussi légitime, voire encore plus, qu'un réfugié chilien des années 70 ou un réfugié italien des années 30 ou un réfugié juif. Voilà, je pense que si en termes de tragédie, on est à peu près au même niveau que le problème des juifs dans les années fin des années 30, début des années 40, auquel on a répondu avec la même indifférence par ailleurs. Il y a un article dans le livre où je parle des rencontres d'Évian en 1938 où les pays occidentaux se rejetaient la patate chaude exactement comme aujourd'hui. Deux mots aussi sur, puis je donnerai la parole à RSF pour 2 mots sur la qualité littéraire de cet ouvrage. On a le sentiment de lire en fait les chapitres d'un roman finalement. En fait, c'est la chronique d'une vie, et
extrêmement bien écrit. Est-ce que tu t'es inspiré, c'est une écriture empathique hein, qui ressemble à l'école d'écriture qui est pratiquée par les Américains de l'école du journalisme. Est-ce que tu peux confirmer cette influence ou c'est tout à fait pas un hasard? Ça me touche beaucoup, déjà. Non, c'est remarquablement écrit. En tout cas, c'est un compliment qui est vraiment qui n'est pas de la flatterie. Disons que oui, je pense que j'ai toujours accordé une grande importance au reportage littéraire et j'ai toujours eu du mal, notamment dans le milieu académique, à opposer l'histoire, par exemple, et la littérature. Et je pensais que voilà, essayer aussi d'écrire bien ces histoires, de prendre le temps de les écrire, de les peaufiner, de les réécrire, de leur donner du rythme, d'accorder de l'attention quand on fait un entretien, pas seulement aux mots, mais aussi à la gestuelle, aux expressions, au silence de la personne qui est en face. C'était aussi effectivement rendre... moi j'avais l'impression, je pense que cette écriture elle est le reflet aussi de ce que j'ai entendu, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'ouvrir des romans quand j'écoutais les histoires des gens, et notamment des jeunes. J'avais l'impression d'être replongé dans une littérature qui était celle du 19e siècle, une littérature où on présente effectivement des parcours de vie réellement épiques, avec des vraies questions sur la vie. C'est des jeunes de 18 ans qui ont affronté à peu près tous les grands thèmes de la vie. Et c'est rarement comme ça qu'on les présente, mais c'est pourtant évident si on les écoute un peu. Il y a une immense sagesse qui sort de toutes ces histoires. On est en face de jeunes qui ont une très grande maturité. Donc oui, l'école du reportage littéraire, que ce soit l'école américaine ou l'école polonaise aussi, que j'aime beaucoup, Agata Tuszyńska par exemple, ou même, puisque c'était ma première traduction, Edmondo de Amicis qui avait écrit ce livre sur l'océan, qui est un peu mon père littéraire, on va dire. Voilà, c'est un monsieur qui a beaucoup écrit sur l'immigration du 19e siècle. Hein. Qui a écrit un grand reportage littéraire où justement il s'intéressait directement aux personnes et il leur demandait de parler. Ce qui à l'époque, effectivement, parce qu'on était avec des gens qui étaient illettrés, donc c'est des témoignages qui sont uniques parce qu'à l'époque, effectivement, il n'y avait pas d'enregistrement, donc si personne venait leur poser des questions, les histoires étaient perdues. Merci de votre attention et à bientôt pour l'Observatoire de la diversité culturelle. Merci. Merci. Pour voir d'autres vidéos de l'Observatoire de la diversité culturelle, vous pouvez désormais nous rejoindre sur nos pages YouTube, Facebook, Twitter, combatmagazine.org et notre site officiel.